Et si, au lieu de se concentrer uniquement sur le fait d'avoir un beau corps, on mettait l'accent sur la capacité à réaliser de beaux mouvements. Imaginez être capable de bouger avec fluidité, avoir un corps libre qui s'adapte à n'importe quel milieu, dont les muscles sont élastiques, résistants et compétents. Telle est pour moi la définition de l'agilité et c'est bien cette capacité que j'ai essayé de maximiser ces 10 dernières années. C'est pourquoi je vais maintenant vous donner les 3 étapes non négociables basées sur les enseignements de nombreux coachs, professeurs et athlètes de haut niveau par lesquels je suis moi-même passé pour que vous puissiez développer un corps ultra agile et fonctionnel. Mais juste avant de commencer, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps fort, souple, fonctionnel, capable de réagir à plein de situations différentes et complexes. La première étape consiste à développer votre coordination, c'est-à-dire votre capacité à agencer différentes parties de votre corps entre elles en vue d'un objectif qui est précis. Et pour la développer, il faut passer par ce que Ido Portal, coach en mouvement très réputé, appelle les 3 phases de l'apprentissage. Alors premièrement, on commence par isoler un mouvement, c'est-à-dire pratiquer abondamment un exercice de manière à être capable de l'effectuer vraiment avec une grande maîtrise. Par exemple, effectuer un saut encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il soit parfait. Deuxièmement, une fois que cette phase est terminée, on doit passer à l'intégration, c'est-à-dire intégrer ce mouvement dans un enchaînement avec d'autres mouvements. Donc par exemple, placer notre saut dans un enchaînement avec différents sauts qu'on a appris, comme on peut par exemple le retrouver en gymnastique. Et cela nous force à comprendre la place d'un mouvement par rapport à d'autres, tels finalement un enfant qui commence à comprendre que le monde, en fait, il ne tourne pas autour de lui. Il doit s'intégrer dans une société qui est composée d'autres personnes qui ont également leurs besoins, leurs objectifs, etc. Donc à ce moment-là, on commence à se dire « Ah tiens, mon saut est fini de cette manière, ce qui me permet de faire une transition de cette manière pour intégrer tel autre mouvement, etc. » Et une fois qu'on a effectué cette phase et qu'on comprend comment différents mouvements sont liés entre eux, on peut passer à la 3e phase qui est l'improvisation, soit vraiment la forme ultime de mouvement. C'est comme la guitare, on commence par apprendre des accords, c'est-à-dire la phase d'isolation, puis on les intègre dans une chanson qui est complète, donc la phase d'intégration. Et puis quand on devient vraiment un vrai boss, on arrive à improviser. Et n'importe quel musicien vous expliquera que l'improvisation est excessivement dure. Elle demande beaucoup de maîtrise, elle est seulement véritablement disponible chez les musiciens confirmés de par le vocabulaire que ça demande et de par la créativité qui est véritablement nécessaire. Et en mouvement, c'est exactement la même chose. Or, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens se limitent seulement à la première phase, la phase d'isolation. Donc on va isoler les tractions, le développé couché, etc. Mais ces mouvements non seulement ne sont jamais intégrés, mais en plus de ça, personne ne se met réellement à improviser, à jouer avec leurs capacités corporelles. Et donc, à cause de ça, leur développement moteur, il va être limité. La 2e étape est comprendre que la préparation physique, c'est exactement comme la nutrition. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens, véritablement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent ce qui leur font plaisir. Et à partir du moment où on devient plus conscient de nos habitudes, on se rend compte qu'il nous faut un certain nombre de calories qui ne doit être ni trop haut ni trop bas, qu'il nous faut une certaine quantité de protéines, de glucides, de lipides, mais aussi imaginons des sels minéraux, des oligo-éléments, des aliments de bonne qualité, etc., etc. Et en fait, la préparation physique, elle s'insère exactement dans la même démarche. En d'autres termes, votre corps, il a certains besoins. Et ces besoins sont fondamentalement pluridisciplinaires comme pour la nutrition. Et donc, si les gens qui font du sport, d'habitude font véritablement juste ceux qui vont leur faire plaisir, mais en fait à partir du moment, là aussi on devient plus conscient, on se rend compte que le corps a besoin de grimper, de sauter, de lancer, de passer en inversion, d'être souple, d'être fort, d'être rapide, d'être endurant, de ramper, de se battre, etc. Et comme l'a dit Roger Sperry, qui a eu un prix Nobel, une des raisons pour lesquelles notre cerveau il est si gros, c'est justement de par notre complexité de mouvement. Et en d'autres termes, cette complexité,
et la pluridisciplinarité qui en découle sont profondément ancrés dans notre humanité. Donc si vous voulez développer une grande agilité, votre corps doit être capable de répondre à cette complexité, mais également à cette pluridisciplinarité. C'est pourquoi il faut commencer à s'entraîner en ce sens, à apprendre plein de nouveaux mouvements afin de véritablement développer notre répertoire moteur. Mais ça ne va pas se faire n'importe comment, parce qu'en fait, vous comprenez très bien, si on fait tout en même temps, on va rien développer d'intéressant. Et c'est pourquoi j'ai commencé par vous parler des 3 phases d'apprentissage, car elles sont primordiales dans cette perspective. Et une fois que vous êtes passé par elles, vous réduisez fortement votre volume d'entraînement pour simplement maintenir les qualités que vous avez développées. Et à ce moment-là, vous passez à autre chose et vous recommencez le processus. Et c'est en faisant ça que vous deviendrez plus agile, car votre corps, en fait, il deviendra plus fonctionnel, et ce qui vous permettra de réagir à plus de situations et de le faire également d'une meilleure manière. Et ça passe par le fait d'apprendre régulièrement de nouveaux mouvements et d'être justement dans des situations qui nous font sentir l'opposé de l'agilité. De la même manière qu'en fait, pour être courageux, il faut se confronter à la peur. De la même manière que pour être souple, on doit se confronter à la rigidité. Et pour être agile, il faut se confronter à la maladresse. La 3e et dernière étape est de ne pas commettre l'erreur du chauffeur. Alors imaginez avoir une voiture qui est incroyable et rapide, mais pour vous déplacer, vous utilisez à chaque fois un chauffeur. Vous avez beau posséder la voiture, vous ne savez pas la rouler pour autant, car c'est le chauffeur qui s'en occupe. Donc même si votre nom est sur la carte grise, c'est bel et bien votre chauffeur qui possède véritablement votre véhicule, car c'est lui qui comprend son fonctionnement, qui sait interpréter ses bruits, ses signaux de détresse et qui peut finalement le coordonner par rapport aux autres voitures. Il en est de même avec votre corps. Si vous ne faites jamais l'effort de l'habiter complètement, de vous demander « Tiens, qu'est-ce que ça fait d'être moi-même, de bouger dans mon corps ?» Vous resterez toute votre vie en pilote automatique, à faire des pompes aveuglement sans jamais nouer de véritables relations avec votre corps. Vous serez tout le temps dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Et donc, vous ne serez jamais véritablement le pilote de votre âme. Et quand on souhaite véritablement devenir agile, il faut une certaine conscience de notre corps. C'est vraiment très important. Et certaines personnes ont une vision très superficielle de ce concept en disant que ce qu'il faut en fait, c'est la proprioception. C'est-à-dire en fait, notre capacité à situer notre corps dans l'espace. Ah, mon bras il est ici, mon petit doigt il est ici, etc. Mais en fait, même si logiquement, bien entendu, c'est nécessaire, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais en fait, l'agilité, elle va au-delà de ça, parce qu'il s'agit véritablement de faire un avec son corps. Et comme le dit Elliot Hulse, le corps est l'esprit, EST. Et c'est donc quand on est entièrement aligné avec nous-mêmes et quand on comprend mieux notre expérience humaine qu'on est capable de réagir rapidement, de voir les choses que d'autres ne voient pas, d'effectuer des mouvements qui sont terriblement complexes, d'être discipliné, d'être finement précis, de confronter notre corps à l'environnement, de gérer notre peur et la prise de risque, savoir qu'on doit récupérer, etc., etc. Et en fait, ce n'est pas pour rien que littéralement tous les arts martiaux traditionnels qui autrefois imposaient une grande discipline du corps et qui visaient une forte maîtrise technique, ils sont tous basés sur une structure qui est spirituelle, qui est pleine de rites, d'habitudes et de valeurs, parce que ce sont ces facteurs, c'est-à-dire en fait notre monde intérieur, qui régissent nos mouvements et nos réactions. Comme le disait Joseph Pilate, ce n'est qu'en étant pleinement conscient de son corps que l'on peut atteindre la vraie liberté.